maintenant, on va s'entretenir avec Geneviève Blouin, qui est la présidente d'Altervis. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, Geneviève, on va se pencher aujourd'hui, bien sûr, sur l'état des marchés. Là, vous nous avez préparé une présentation là, pour aujourd'hui. Tout à fait. Alors, en fait, dans le contexte actuel, avec la remontée des marchés boursiers par rapport au mois de janvier, je me disais que c'était un bon temps pour investir dans les placements alternatifs. Par contre, puis c'est un bon temps parce que, bon, il y a une remontée, donc si on voulait faire un rebalancement de portefeuille, ça s'y porte bien. C'est le bon temps, dans le fond, de vendre, si vous voulez, dans des placements traditionnels. Et d'un autre côté, bien, il y a un contexte macroéconomique qui fait que ça aussi, ça fait que ce serait un bon timing pour regarder du côté des placements alternatifs. Et est-ce qu'il y a, bon, vous dites que c'est un bon moment pour vendre, est-ce qu'il y a des secteurs ou des régions qu'on pourrait déserter pour se concentrer sur des placements alternatifs? Oui. Alors, en termes de contexte économique, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, là, bon, je pense qu'il y a un potentiel d'augmentation de risque. Donc, tout ce qui est plus risqué, dans le fond, on se retirait ou on retraiterait de ces classes d'actifs ou des stocks qui sont plus à risque, si vous voulez. Je peux prendre, par exemple, du côté obligataire. Nous, chez Altervest, on se concentre uniquement en ce moment sur les actions canadiennes de très haute qualité, soit du gouvernement du Canada ou les obligations corporatives. Parce qu'on sait que, bon, en Europe, ça va plus ou moins bien, il se pourrait que l'euro tombe. Donc, d'avoir accès d'avoir de l'exposition à des obligations internationales en trop grande quantité, ou aussi une erreur que plusieurs investisseurs ont fait lorsque les taux d'intérêt ont diminué, c'est de se diriger vers ce qui paye plus de revenus, donc vers les obligations high yield. On va être en mesure dans quelques instants, Geneviève, de projeter votre présentation. Là, ça va aider les téléspectateurs à suivre cette présentation. Parfait. Alors voilà, c'est rendu. Alors, la première chose, en fait, c'est que lorsqu'on regarde la gestion de portefeuille traditionnelle, on regarde souvent ce qui s'est passé dans le passé. Puis là, justement, j'adore cette caricature-là parce qu'en fait, le passé n'est pas du tout garant du futur et c'est d'autant plus approprié en ce moment. Pourquoi? Mais parce que, en fait, c'est une caricature sur l'assouplissement quantitatif. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gouvernements à travers le monde ont rendu disponible une très grande quantité d'argent en les prêtant aux banques pour qu'eux les prêtent soit à des corporations ou à des individus, ce qui a fait baisser les taux d'intérêt de façon significative. Donc, la disponibilité de cet argent-là, ça a causé, dans le fond, un taux d'endettement ou une augmentation de la dette publique et privée d'environ 35 %. Donc, étant donné qu'il y a un fardeau additionnel d'endettement, ce qui pourrait arriver, c'est que dans une prochaine récession, il pourrait avoir un plus grand risque de défaut. Donc, de là, en fait, de là où, c'est pour ça que je dis, il faudrait peut-être se tasser de ce qui est plus risqué du côté obligataire, parce que on n'est pas habitué. On a vu les fonds d'obligations monter parce que les taux baissaient, donc normalement c'est ce qui se passe. Mais là, il y a une limite, il y a un plafond, on est près du plafond. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les obligations continuent de monter, puis qu'elles agissent comme pour protéger le portefeuille ou pour se compenser. Donc ça devait mal tourner au plan économique dans le monde, il y aurait donc un repli des taux d'intérêt sur le marché obligataire. C'est ce qui vous... En fait, il y aurait plus de défauts. Il y aurait plus un potentiel de défaut. Donc, tout ce qui est de moindre qualité, il y a un plus gros potentiel de défaut. Donc, en fait, si vous avez une obligation d'une compagnie qui fait faillite, elle ne vaut plus rien. Puis ça, les investisseurs en général ne sont pas habitués de penser à ce risque-là. Ils sont habitués de penser, combien me revient à chaque année, combien j'ai de revenus, tout ça. Alors, je pense que c'est important de se positionner de façon plus sécuritaire. Ensuite, en faisant ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépensé aujourd'hui ce qu'on aurait dépensé demain. Donc, on a pris les dépenses du futur et on l'a amené aujourd'hui. Ça a stimulé l'économie, mais ça ne l'a pas stimulé de façon assez significative. Donc, qu'est-ce qui va arriver demain? Si vous avez déjà acheté une auto parce que les taux d'intérêt étaient faibles, vous n'allez probablement pas vous en acheter une deuxième. Votre besoin est comblé. Donc, il pourrait y avoir aussi un ralentissement dans le futur. De la consommation. Exactement, de la consommation, parce que
on a déplacé des dépenses futures au présent parce que ça valait la peine, les taux étaient bas. Et sur le marché boursier, quel pourrait être l'impact? On sait que le marché est devenu dépendant ces dernières années à ces programmes-là des banquiers centraux là, pour stimuler la croissance. Quelle pourrait être la conséquence? Bon, ça pourrait atténuer la profitabilité des entreprises si les consommateurs dépensent moins au grand final. Là. Donc, c'est ça, donc un ralentissement de l'économie éventuel. Donc, on ne peut pas assumer que le taux de croissance va se maintenir dans le fond. Puis aussi, il y a un chairman qui est sur le comité de OECD qui a dit, en fait, on est en pire situation qu'en 2007 parce que là, on a utilisé beaucoup de tous les stimulus qu'on pouvait, il nous reste presque plus rien. D'ailleurs, si vous écoutez M. Draghi, qui est le président de la Banque centrale européenne. Exactement. Bien, vous allez voir qu'il se fait souvent attaquer par les gens qui posent des questions en voulant dire, qu'est-ce qu'il vous reste vraiment à faire? Alors, on voit que les gens sont de plus en plus nerveux quand ils se font interviewer. Et d'ailleurs, la semaine dernière, lorsque je parlais il y a quelques instants de la Réserve fédérale américaine qui va se prononcer sur sa politique monétaire demain, mais jeudi dernier, c'était justement M. Draghi qui présentait une mise à jour de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Et on l'a vu jeudi, les marchés, au point de départ, avaient réagi un peu négativement là, finalement à son annonce. Par la suite, vendredi, c'était reçu de manière plus positive, mais on se demandait si ça allait justement apporter les résultats qui sont escomptés par le marché. Tout à fait. Alors, en fait, le plus gros risque, c'est un risque de perception, parce que tant qu'on croit que ça va fonctionner, ou tant que les investisseurs croient que ça va fonctionner, leur intervention, alors il n'y a pas de panique qui s'installe dans le marché. Au moment où les investisseurs arrêtent de croire que ça va fonctionner, là, ça crée plus de volatilité, plus d'instabilité. Puis du côté américain, on était très critique. Il y avait des commentaires très, très, très critiques par rapport à ce qu'ils disaient du côté européen. Donc, il ne faut pas paniquer, mais il faut être conscient de ce qui est devant nous, dans le fond. Et vous vous êtes penché aussi sur les taux d'intérêt négatifs. On sait qu'il y a certaines banques centrales qui ont adopté de tels taux négatifs. Et ça a un impact, bien sûr, sur le marché. Non? C'est ça. Alors, un taux négatif, c'est bien. Ça stimule clairement à court terme. Mais à long terme, puis même des fois à court terme, ça ne fait pas de sens pour une banque de prêter un taux négatif parce qu'il ne se fait pas compenser pour le risque qui est pris. Alors, ça baisse la profitabilité des banques. Puis deux, ils ne seront pas compensés pour le risque. Donc, en fait, à long terme, de penser que les taux négatifs pourraient stimuler de façon significative l'économie, c'est probablement pas vrai. Ce qui va arriver plutôt, c'est que les banques, finalement, vont peut-être décider de dire, moi, je les garde pour moi, l'argent, ça ne vaut pas le risque qui va être pris. Puis ça, c'est de rendre trop de capitaux disponibles dans le marché. Ça fait un peu ce qui est arrivé au Japon. On appelait ça au début le lost decade, puis c'est devenu un lost 2 décennies de perdu dans le marché japonais. Donc, il faut vraiment être conscient de ce qui est en train de se passer sur les marchés en général. Puis, le marché aussi nous envoie des signaux. En fait, on a eu aussi une mise en garde du côté des marchés, du marché obligataire. Alors, normalement, c'est le marché obligataire qui nous envoie un signal d'alarme avant le marché des actions. Alors, et ce signal-là, est-ce qu'il est déjà envoyé? Oui, en fait, là, on voit que ici, sur la charte, on voit qu'au niveau de 733, dans le fond, c'est l'écart entre les obligations de qualité et les obligations de moindre qualité qu'on appelle high yield. Quand l'écart entre les deux se situe à 733 points de base, donc à peu près 7,33 %, c'est qu'il y a un inconfort dans le marché. Et puis, normalement, ça suit avec une récession. Donc là, ça pourrait être annonciateur de la venue d'une récession. Tout à fait. Puis là, comme on vient de discuter, s'il y avait une récession, ça pourrait faire plus mal du côté obligataire parce qu'on a plus de potentiel de défaut, parce qu'on a un petit peu abusé du crédit. Et si on revient momentanément sur le tableau précédent, donc les obligations qui ont le taux d'intérêt le plus élevé sont celles qui sont le plus à risque, qui sont émises par des sociétés plus à risque que d'autres? Oui, normalement. Normalement, les sociétés qui doivent émettre un taux, qui doivent se financer un taux plus cher, c'est normalement parce qu'ils ont une cote de crédit moindre. Donc, justement, l'investisseur doit être compensé de façon additionnelle pour prendre un risque. Donc, on lui paie une prime, finalement. Tout à fait.
Alors, cette prime-là a augmenté de façon significative. Donc là, dans ce contexte-là, parce que le temps file, Geneviève, vous recommandez d'aller vers des investissements alternatifs, des catégories d'actifs alternatifs. Tout à fait. Alors, comme on avait déjà discuté, en fait, il y a 4 avantages majeurs du placement alternatif. Ici, on voit un portefeuille traditionnel, puis je pense qu'on a pas mal expliqué pourquoi. Mais du côté des actions, c'est un ralentissement économique global. Ça pourrait faire mal. Peut-être qu'on voudrait considérer en enlever une petite portion, puis enlever du risque du côté des actions. Aller vers ce qui est le plus conservateur. Et des obligations, on enlève du high yield, on s'en va vers les trucs plus conservateurs. Et puis ensuite, du côté... puis ça, c'est juste pour montrer qu'en fait, que les grosses caisses de pension ont environ 32 de placements en tout cas, d'investis vers le placement alternatif, alors que les caisses plus petites ou moyennes ont environ 10 et les individus presque zéro. Et on retrouve quoi dans un portefeuille alternatif? Dans un portefeuille alternatif, on peut retrouver de l'immobilier, de l'infrastructure, des commodités, du capital de risque. Puis chez nous, on gère la volatilité. Donc, ça diversifie de façon significative un portefeuille. Donc, il y a vraiment 4 avantages majeurs du placement alternatif. C'est l'amélioration de la diversification parce qu'on peut investir dans une plus grande diversité de classes d'actifs. Il y a une diminution en général du risque parce qu'il y a une corrélation qui est plus faible avec les placements alternatifs, entre les placements alternatifs et les placements traditionnels. Donc, le fait d'en ajouter dans un portefeuille, ça stabilise le portefeuille et ça tend à réduire le risque ou la volatilité, qui est un autre avantage. Puis en plus, ça augmente le rendement annuel moyen. Donc ici, on voit justement ça. On prend un portefeuille, par exemple, qui va avoir 70 de revenus fixes et 30 d'actions, qui est le premier point bleu vers la gauche. Et puis, on voit qu'en fait, on diminue le risque et on augmente le rendement juste en ajoutant 10 de la proportion du portefeuille en placement alternatif. Donc, selon le contexte économique actuel, je pense qu'on devrait considérer, ou les investisseurs, les plus petits investisseurs devraient considérer de diversifier leur portefeuille à au moins 10 de leur portefeuille vers le placement alternatif. Donc, ça serait pour éliminer un peu de risque. Et comment on peut, lorsqu'on est en terminant en 30 secondes, Geneviève, miser sur le marché alternatif lorsqu'on est un petit investisseur? OK. Alors, la chose la plus facile à faire, premièrement, c'est d'investir dans l'immobilier à travers ce qu'on appelle les REITs. Il y a beaucoup de fonds négociés en bourse de REITs. Aux États-Unis, on a le IYR et le VNQ. Merci beaucoup, Geneviève. On en reparle lors d'une prochaine visite. On revient pour la période de questions.